Bienvenue dans ce nouveau podcast, de ce nouvel épisode de Investir pour demain, le podcast où l'on parle d'éducation financière, de bourse et d'investissement pour t'aider à mieux gérer ton argent et construire ton avenir financier. Aujourd'hui, nous accueillons un invité spécial, un investisseur très jeune, au-delà de ses 22 ans, c'est Dimitri Finance. Il aura le plaisir de nous partager son parcours, de donner de précieuses ressources aux jeunes qui veulent se lancer en bourse et dans l'investissement. Donc si tu es jeune et que tu hésites à te lancer en bourse, tu dois absolument écouter cet épisode. Bah écoute, bienvenue à toi Dimitri sur ce podcast. Salut Emilien, merci de m'avoir invité. C'est super sympa. En effet, Avec, je parle souvent d'investissement sur ma chaîne, mais c'est la première fois qu'on m'invite sur un podcast, donc du coup, je suis très content d'être là. avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter, tout simplement? Alors moi, du coup, c'est Dimitri. Je suis étudiant en école d'ingénieur depuis maintenant. Je suis rentré en septembre 2023 en école d'ingé et j'ai commencé ma chaîne YouTube dans laquelle je présente un peu ce que je fais en investissement en juillet 2023. Et j'ai commencé à investir en 2022 à l'âge de mes 18 ans. Et donc voilà, donc j'investis en bourse, en immobilier, j'ai investi également en crypto et à côté de mes études, donc je partage ça sur ma chaîne et puis voilà. Ok, et tu as commencé quand à investir? J'ai commencé en 2022 vraiment par pur hasard. En fait, j'avais un rendez-vous avec ma conseillère bancaire pour ouvrir un livret A et derrière elle, il y avait une affiche publicitaire où c'était marqué 80 € offerts pour ouvrir un PEA. Et du coup, je lui ai demandé, c'est quoi un PEA? Ça m'intéresse. Moi, je voulais gagner les 80 €. Et donc, du coup, elle m'a expliqué. J'ai réfléchi pendant une semaine en regardant un peu des vidéos YouTube par-ci par-là. J'ai repris rendez-vous et j'ai ouvert mon PEA vraiment comme ça. Donc, c'était en janvier 2022. J'avais encore 18 ans. Ok. Et puis voilà, donc au début, j'investissais un peu dans tout et n'importe quoi, mais au moins mon PEA était ouvert et le compteur a pu démarrer, quoi. Ah, c'est génial ça, c'est que tu as ouvert ton PEA dès l'âge éligible pour ouvrir un PEA justement. Donc Ah franchement, finalement, ouais, ouais, c'est mmh. et aujourd'hui, tiens, je rebondis sur ce que tu dis. Ton PEA, tu l'as gardé ou t'as changé ton PEA et t'es parti potentiellement plus sur un courtier en ligne? Ouais, en effet, c'est ce que j'ai fait. Donc en juillet 2023, j'ai fait le transfert de mon compte donc il était chez Société Générale et je l'ai passé chez Bourse Direct parce qu'en fait, au début, je me rendais pas trop compte des frais. Et Mhm. puis à force de regarder des vidéos YouTube, certains ils en parlaient un petit peu ou des vidéos un peu plus comparatives PEA. Et là, je me suis rendu compte que en effet, les frais c'était pas quelque chose à prendre à la légère, notamment sur le long terme. Et donc je me suis dit je vais passer ça chez Bourse Direct, qui à l'époque était le courtier un peu le moins cher du moment. Donc aujourd'hui, il est encore chez Bourse Direct. Et ouais, ouais, j'avais fait le transfert qui en plus était offert. C'était gratuit, donc ça m'avait rien coûté, quoi. À part un peu de temps, parce que ça avait pris quand même 2, 3 semaines, mais sinon, c'était tout. Ok, donc toi, par rapport à ce que tu me dis, ce que tu m'as dit initialement, la bourse, l'investissement, c'est un domaine que tu as découvert seul ou tu as eu une éducation qui était quand même tournée sur l'investissement? Alors non, pas du tout. Bon, ça va faire un peu cliché, mais moi, je viens d'une famille où il n'y a pas d'investisseurs, que ce soit en bourse, en immobilier, en quoi que ce soit. J'ai aucun investisseur dans ma famille, donc moi, c'est venu vraiment grâce à YouTube, hein, franchement. C'est grâce à YouTube. Où là, j'ai découvert des gros YouTubeurs qu'on connaît tous sur l'investissement. Et donc, c'est eux qui m'ont un peu motivé. Euh, Après, il y a eu cet événement là où j'avais ce fameux rendez-vous à la banque et où j'ai vu le PEA. Donc en fait, après tout s'est un peu déclenché, mais de base, non, j'ai pas eu d'éducation financière particulière. C'est que grâce à YouTube, dans ma chambre d'étudiant, là où je regardais des vidéos sur Ouais. l'investissement, c'est venu vraiment comme ça. Ok, excellent. Et à quel moment tu t'es dit, ok, je dois investir maintenant? Parce que tu vois, ta conseillère, elle t'a fait découvrir le PEA. Mais tu t'es dit, pourquoi je dois investir? Parce que tu avais un pourquoi. Potentiellement, t'avais des objectifs. Mm. Fallait déjà que tu te poses ces questions-là. Et quels ont été justement quel a été le déclic qui ont fait que tu t'es dit, ok, je vais investir?
Bah, le pourquoi, c'était un peu le pourquoi, que je voyais dans les vidéos YouTube, donc c'est-à-dire avoir des revenus passifs, donc devenir, rentier finalement à 40 ans. Ouais, C'était se construire un patrimoine. Bah, tu vois, il y avait plusieurs raisons. J'avais pas vraiment un pourquoi très fixe, mais à l'époque, c'était ça, quoi. C'était que j'avais dû voir quelques vidéos sur les intérêts composés. Et en effet, je me suis dit, ah oui, c'est quand même fort. C'est pas un truc à prendre à la légère. Ça peut être super intéressant et ce serait dommage de s'en priver. Donc, je me suis dit, bah, il faut commencer le plus rapidement possible. Mais au début, voilà, j'étais un peu partagé entre grossir mon patrimoine, donc c'est-à-dire capitaliser, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était les dividendes. Donc avoir des revenus passifs. J'étais un peu partagé avec les deux, alors qu'aujourd'hui, je suis plus sur la partie capitalisation, faire grossir un patrimoine. Mais voilà, c'était ça qui m'a intéressé principalement. Ouais, c'était également la question de la retraite derrière, etc., quoi. ouais. Et tu t'es pas dit potentiellement, vu que toi, tu as commencé pile en 2022, waouh, il y a l'inflation, je perds du pouvoir d'achat, il faut que je commence à investir sérieusement. Ça, t'avais pas forcément pris en compte ou si? Bah ouais, c'était un peu compliqué. En plus, en 2022, ouais, c'était le début de la guerre en Ukraine. Il se passait quand même pas mal de choses. Après, les marchés ont pas forcément beaucoup. Enfin, si, ça a un peu Ouais, ils réagi, ont mais pas chuté. forcément. Ouais, ça a un peu chuté quand même. Mais non, je t'avoue qu'à l'époque, j'étais assez loin quand même de tout ça. Je m'étais pas trop rendu compte l'histoire de l'inflation, tu vois. J'avais pas encore ce Ok, ouais. côté-là quand j'ai Ok, commencé. ouais. Parce que tu vois, moi, pour un peu quand j'ai démarré en 2021-2022, c'était principalement en 2021 quand j'étais apprenti. Et je voyais que je mettais de l'épargne de côté, et d'un autre côté que l'inflation augmentait. Mais sachant que, tu vois, en 2020, 2021, avec la Covid, les taux de rémunération sur les livrets étaient tellement faibles que, au final, l'inflation était supérieure à la Mm. rémunération que tu pouvais avoir sur tes livrets. Et c'est là où je me suis rendu compte, ah ouais, non, faut commencer à investir, tu vois, parce que là, Emilien, tu perds du pouvoir d'achat. Donc, Non, ouais, moi, je t'avoue, je m'en rendais pas trop compte. En plus, faut l'avouer, j'étais étudiant, donc je dépense. En fait, enfin, moi, je dépensais vraiment pas grand-chose. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'arrivais même pas à me rendre compte de l'inflation parce que tu vois, enfin, moi, j'ai de la chance, j'ai mes parents, ils font quand même pas mal de choses, et donc je faisais pas trop les courses et tout. Donc, en fait, je me rendais même pas compte de l'évolution des prix, tu vois. Donc, non, j'ai pas forcément investi pour l'histoire d'inflation au point de départ. ok. Et quand t'as commencé à investir en 2022, tu t'es lancé, est-ce que t'as pas eu potentiellement je veux dire, le blocage de ta famille, de tes amis qui ont dit en mode, évite d'investir, c'est risqué. Ah bah ça, si, ça je l'ai eu. Bah dès que j'en ai parlé à mes parents que j'allais investir, ils m'ont dit oula, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin toutes les questions en fait qu'on peut s'attendre à avoir, hein. C'est risqué, ça, enfin pourquoi faire ça? Personne ne le fait. Enfin tu vois vraiment tout ce qu'on peut entendre. Sauf que moi, bah en fait j'écoute toujours les personnes qui ont fait des choses, tu vois. Donc mes parents n'ont pas investi en bourse, bah je les écoute pas pour ce truc-là. Pour d'autres trucs, je vais les écouter, mais pas pour ça. Là, moi, j'écoutais des personnes qui avaient investi des milliers d'euros, voire des millions en bourse, et qui avaient démontré que ça marchait. Donc moi, j'étais sûr de mon truc, et je me suis dit, bah si eux l'ont fait, moi je peux le faire. Il faut juste le faire correctement, il faut que je prenne mon temps pour le faire, mais ça va marcher. Donc si, je les ai eues, hein, Ouais. ces Et fameuses alors, tu phrases. leur as dit quoi? Tu leur as dit, ok, moi je vais investir parce que tu leur as montré concrètement ce que ça pouvait t'apporter et même ce que ça pouvait leur apporter. Oui, alors au début, ouais, j'ai essayé quand même de leur montrer, enfin en fait, de leur dire, ça passait pas trop. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, bah en fait, enfin, je me suis dit, le meilleur moyen de leur montrer, c'est avec les fameux intérêts composés. Du coup, je me rappelle encore, je me suis mis dans ma table de cuisine, enfin sur ma table de cuisine, et j'ai tracé sur un Excel les intérêts composés. Et là, du coup, bah, je dis à mon père, viens voir un peu si tu avais investi 500 euros depuis les années 2000. Aujourd'hui, tu aurais peut-être 1 million sur le compte. Et là, il était comme ça, il m'a dit, attends, mais il n'y a pas une erreur, là, fais voir ta formule et tout. Non, non, il n'y a pas d'erreur, c'est assez simple, etc. Et voilà. Après, à partir de là, ben, je me sais pas, en fait, ils sont, même avec ce calcul un peu théorique et enfin, que ça montre quand même que ça peut se produire, ils sont quand même restés assez réticents.
Donc moi, perso, j'ai pas essayé de perdre plus de temps à leur expliquer. Je me suis plutôt focalisé sur mon propre parcours. Puis voilà. Maintenant, aujourd'hui, par contre, j'ai pris en main quand même quelques comptes qui leur appartiennent afin d'optimiser les trucs. Ouais. Euh, mais voilà, je préfère prendre le risque quand même pour moi. Et voilà. Ok. Et par rapport à ça, quelles sont, selon toi, les fausses croyances dans l'investissement? Notamment, toi, quand tu as commencé, quelles ont été tes croyances au début et comment tu as fait pour les surpasser, quoi? Ah bah la première croyance, et je pense que c'est la pire, c'est que en fait, on pense que pour faire des plus-values en bourse, il faut faire le trader. Il faut acheter, revendre, acheter, revendre. Ça te pique, nous. Et ça, c'est une croyance parce que malheureusement, en fait, enfin, heureusement, aujourd'hui, on a la possibilité, bah, notamment grâce aux ETF, de mettre ton argent dans un fonds et qui va augmenter au fur et à mesure des années sans que tu sois toutes les semaines ou tous les jours dessus à vouloir trouver le bon moment pour acheter, le bon moment pour revendre. Ça, je pense, c'est une grosse croyance limitante. Ensuite, il y a bien sûr la croyance de dire investir, c'est seulement pour les personnes qui ont de l'argent. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on le voit, hein. C'est très facile. Enfin, n'importe qui, je veux dire, peut investir. Il n'y a aucune difficulté. Mais voilà, c'est principalement, je pense, les Ouais, croyances que surtout j'ai avec, peut-être eues au départ et après, elles sont assez vite parties, hein. Moi, franchement, avec les vidéos YouTube et tout, je me suis vite rendu compte que si, c'était possible, quoi. ouais, surtout avec les plateformes où maintenant tu peux investir vraiment quelques dizaines d'euros. Ouais, pour donc vraiment les jeunes qui souhaitent commencer à investir, ça c'est important. Et je pense qu'il y a aussi une croyance, c'est le fait de se dire, je suis trop jeune pour investir. Mm. Toi, tu l'as pas eu, pour le coup? Ah, je suis trop. Ah, ça, par contre, je l'ai eu beaucoup de mon père, qui m'a dit tu es trop jeune. Enfin, tu es jeune, va faire autre chose, quoi. Tu as ton argent, profites-en voilà, enfin, fais-en autre chose. Moi, personnellement, non, je l'ai pas eu parce que j'avais bien vu qu'il faut commencer le plus rapidement possible. Donc, au contraire, je me disais, bah, c'est bien, là, t'as commencé jeune et tout. Non, non, moi, je l'ai pas eu. Mais c'est plus, par contre, les gens aux, aux alentours, soit ma famille, soit mes amis, qui me disaient, mais enfin, t'embête pas à faire ça, va profiter avec ton argent, va faire autre Hmm. chose, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que, au contraire, le fait de mobiliser cet argent, tu investis sur toi, tu investis sur ta Mm. croissance personnelle et puis sur ton avenir financier, quoi. Ouais, complètement. Je pense que c'est important. Et par rapport à justement tes potes, parce que tes potes qui avaient le même âge que toi, 18, 19 ans, eh ben, est-ce qu'ils, eux, pensaient qu'ils étaient trop jeunes? Ou c'était pareil, comme tu me disais, ces croyances limitantes en mode, vas-y, c'est que pour les experts, c'est trop dur. Bah, c'est même pas forcément vrai. Moi, j'ai des potes, c'est même pas leur priorité. Ils pensent même pas à ça. Leur fil d'actualité YouTube, ça a rien à voir avec le mien. Tu vois, moi, Ouais. c'est que des trucs d'investissement, etc. Donc, en fait, je pense même pas qu'ils disent c'est trop jeune. Enfin, on est trop jeune, c'est pas fait pour moi. Parce qu'en fait, ils sont complètement éloignés de cette réalité-là. Et le gros problème, c'est que comme 95% des gens, bah, le déclic que j'ai eu à 18 ans, eux, ils vont l'avoir à 35 ans. Le moment où ils auront un peu tout fait, c'est-à-dire faire leurs études, avoir leur premier emploi, euh, avoir une femme, être marié, et bien en fait, le moment de se dire ah bah tiens maintenant faut commencer à investir, bah ils l'auront seulement à 35 ans. Donc en fait, c'est même pas une histoire de qui pensent que voilà, c'est juste qu'ils sont complètement éloignés de cette Hmm. de ce monde-là en fait quoi. Ils Ouais. en prennent même pas conscience. T'as totalement raison, c'est la prise de conscience. Et au final, toi, c'était peut-être à 18 ans, et moi, je le vois encore maintenant, à 26 ans. Dans mon entourage, les gens, ils pensent pas à investir, ils pensent plus à... Bon, il y en a quelques-uns, oui, ils pensent à investir dans l'IMO, ils pensent à investir en bourse, mais ça reste une très petite partie. La majorité, ils Mmh. sont plus là à quand même sortir, tu vois, à dépenser, à Ouais. claquer. Alors que c'est triste à dire, mais comme tu me disais tout à l'heure, tu as le levier des intérêts composés. Et si tu attends rien que 10 ans de plus, l'impact il va être Mmh. énorme sur le développement de ton capital, quoi. Ah bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Mmh. ok, bah écoute, ça c'est cool. Maintenant, étant jeune, ça c'est intéressant parce que quand j'ai regardé tes vidéos YouTube, tu as quand même pas mal investi. Donc, en étant jeune, on n'a pas forcément de capital.
Comment toi, tu as fait? Et pour un jeune qui n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire? Ouais. Alors moi, j'avais des sources de revenus très limitées en 2022. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'investissement, je trouve, c'est un point très fort. C'est qu'en fait, donc moi, je suis arrivé en janvier 2022, j'ai ouvert mon PEA, sauf qu'à ce moment-là, j'avais zéro source de revenus, mis à part l'APL. Mais l'APL, normalement, c'est fait pour payer le loyer. C'est pas fait pour investir en Oui. bourse. Sauf que moi, voilà, je le répète souvent dans mes vidéos, mais j'ai des parents qui font un peu tout pour moi. Et donc, j'ai eu la chance des fois, ma mère, elle me disait non, mais t'inquiète, la PL, tu l'utilises comme tu veux, ça te servira pour dépenser tes frais d'études. Moi, j'étais assez malin sur mes frais d'études, du coup, hop, en fait, l'argent de la PL, je l'investissais un peu en bourse Ouais, finalement. Et ouais. puis après, en termes d'autres sources de revenus, bah moi, je fais du vélo à côté, donc j'avais des primes des fois, et donc j'investissais. Par contre, ça m'a énervé d'avoir aucune source de revenus euh, comment on appelle ça, bah, stable, quoi. Ouais. Et donc, je suis arrivé au mois de juin et j'avais la possibilité à mon IUT, ils m'ont proposé de faire alternance. Et là, je me suis dit, oui, là, en fait, alternance, ce serait bien parce que tu auras un revenu fixe et là, tu pourras investir en bourse. Du coup, je me suis dépêché de trouver une alternance. En 15 jours, j'ai trouvé. Et en septembre 2022, j'ai fait alternance. J'ai eu 1000 euros de revenus tous les mois. Et là, ben, j'ai pu investir. Au début, j'investissais pas beaucoup. Enfin, pas, c'est déjà pas mal. J'investissais 200, 300 euros. Parce que moi, je suis capable de mettre quand même pas mal de sacrifices. C'est-à-dire que bah, des fois, je mangeais pas forcément des repas super Ah oui, au top. Tu vois, j'étais un peu extrême hein, des fois. ok. Hum. Et du coup, ce qui fait que voilà, j'ai réussi à investir comme ça. Après, mon revenu d'alternance a augmenté et moi, en fait, bah, j'ai augmenté automatiquement mon revenu d'investissement, quoi. Enfin, ce que j'investissais tous les mois, bah, je l'augmentais au fur et à mesure que mon salaire augmentait. C'est génial, tu avais quand même une capacité d'épargne autour de 20 à 30%, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, et même à C'est... la fin, elle était à 50, hein, elle était à 50%. Ah oui, Parce quand à la fin, même en gagnant 1000 euros, j'investissais 500 euros ouais, à mon alternance. Ok, Mais ah en ouais. fait, après, c'est ce que je te dis. Moi, c'est un peu faussé parce que, en fait, le contrat avec mes parents, c'était que les 2 premières années d'études, je ne Hmm. payais pas. En fait, ils me payaient tout. Ça, c'était un peu le contrat pour que je me concentre à fond sur mes études et que les frais que j'ai à côté, je puisse les financer. Du coup, je payais pas mon loyer, je payais pas la nourriture. Donc, en fait, j'avais quasiment pas de frais, tu vois. Ouais, ok. Donc, c'est pour ça, moi, que c'est un peu faussé, mon truc. Mais Mais voilà. en tout cas, potentiellement, une personne qui est jeune, tu pourrais lui recommander quoi pour dire d'avoir de l'argent, de faire alternance, trouver un taf à côté, réduire ses Mm. dépenses? Bah déjà voilà, déjà il faut faire je pense après quand t'as pas de revenus, je pense que le bilan Hmm. revenu-dépenses, il est assez vite fait du coup. Mais bah franchement le meilleur c'est de faire c'est de commencer à travailler pour faire des revenus parce que bah c'est la base quoi. Si on veut investir, faut avoir des revenus. Donc soit aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités hein, soit faire un truc très standard, c'est-à-dire aller travailler enfin, faire un job étudiant qu'on connaît tous, soit développer une activité sur Internet, faire freelance. Enfin, aujourd'hui, il y a énormément de demandes sur le marché. On peut facilement faire des revenus complémentaires hein, et pas besoin de faire 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros par mois. On parle juste d'une petite somme qu'on peut faire, je sais pas, 500 euros, 600 euros. Sauf que cette somme-là, bah, vous allez l'investir à 100% dans la bourse, quoi. Ce sera vraiment et au moins on part d'un bon mindset de départ où c'est pas je vais trouver un emploi pour juste augmenter mes revenus et profiter encore plus de la vie. C'est non, je vais trouver un emploi pour investir. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait alternance. C'est je trouvais une alternance pour avoir un revenu stable, mais pour pouvoir investir davantage. Et C'est là, moi, ça. on part d'un bon mindset de départ et au moins, on se fait pas piéger par la société. Quand on passe d'un salaire de 1000 euros à 2000 euros, eh bien, on va pas augmenter notre niveau de vie de 1000 euros, mais non, on va augmenter notre capacité d'investissement de 1000 euros. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est clair, t'as tout dit. Le mindset passe Ah, avant la bonne gestion de l'épargne. C'est ultra, ultra, ultra ouais, important, ouais, je c'est suis ça. d'accord avec toi. Ouais. Si t'as pas le bon mindset aujourd'hui, pour gérer ton épargne et pour investir derrière, ça va être compliqué. Ça va être très Ah bah compliqué. oui, ça c'est sûr. Après, Mm. même si en soi tu trouves un taf, t'arrives à mettre peu d'argent de côté quand t'es jeune, c'est un bon moyen aussi de te dire, ok, je commence à investir avec un peu d'argent.
je fais des erreurs. Mais au moins, il y a peu d'argent qui est investi sur la table. Par C'est contre, ça. après, Mmh. une fois que tu apprends tes erreurs et tout, bon, sauf si tu t'éduques efficacement, sérieusement, là, t'éviteras de faire des erreurs. Et derrière, même tu prendras confiance dans tes investissements et tu pourras augmenter ta capacité d'investissement. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est pareil, hein, moi j'ai fait des erreurs au début, mais en fait, c'est des erreurs qui certes, bah là, en fait, il y a certaines actions, même je les ai encore, mais en fait, ça me gêne pas parce que c'était des erreurs où j'ai peut-être perdu 50 ou 100 euros, mais tu vois, je préfère ça que ce soit aujourd'hui où je mets des montants beaucoup plus importants et perdre 1000 euros, tu vois. Là, ça m'embêterait un petit peu Ouais. plus quand même. Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça permet de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, de se dire que la croyance qu'il faut avoir de l'argent pour investir. Sauf que, tu vois, si tu Mm. investis, tu dis, vas-y, il faut que j'ai au moins 10 000 € pour commencer à investir. Sauf que si tu investis et que t'as pas les bonnes connaissances, t'as pas les bonnes compétences et la confiance dans Ouais, tes non. investissements, derrière, tes 10 000 €, si tu les perds, ça va faire mal. Mmh. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, pour moi, bah, le conseil, c'est que oui, dès que vous avez un montant, bah, quand on fait, le bilan revenu-dépenses et que quand on fait revenu, moins dépenses, il reste un montant, bah, autant utiliser un petit pourcentage de ce montant-là pour commencer à investir en bourse et ça apportera derrière, énormément de choses. Parce qu'au moins, bah, on va déclencher en fait ce truc d'investisseur et ça, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Ce Parce mindset que moi, je d'investissement. connais des gens, qui ils se sont lancés, par exemple, en entrepreneuriat. Ils sont passés de 0 à 10 000 € par mois. Mais en fait, comme ils ont pas, ils se sont pas dit, je vais gagner de l'argent pour une vraie raison. En fait, ils se sont mis du jour au lendemain à gagner beaucoup d'argent. Mais derrière, en fait, ils savaient même pas quoi en faire. Donc, la solution facile, bah, c'est de faire piéger un peu par la société et donc de claquer ces fameux 10 000 € par mois, comme ils n'ont pas eu en fait ce mindset d'investisseur. Donc finalement, ils gagnent beaucoup d'argent, ils brassent, mais à la fin du mois, il leur reste plus rien, quoi. Donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est ce que j'aime utiliser un concept, c'est ce que j'appelle la méritocratie, dans le sens où tu vois la méritocratie financière, tu prends un footballeur par exemple, combien il y a de footballeurs professionnels qui reviennent à leur niveau d'avant footballeur pro? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation financière et donc tout l'argent qu'ils ont eu, ils l'ont claqué, tu vois. Et après, Ouais. au final, ils finissent par travailler à Carrefour ou des tafs comme ça, Mmh. tu vois. Alors que c'est dommage parce qu'ils avaient quand même un levier financier énorme qu'ils auraient pu investir Ah et bah le oui. mettre en avant et puis en bénéficier sur le long terme. Bah, une stat intéressante, c'est également aux États-Unis, 80% des personnes qui gagnent au loto reviennent à zéro. Ouais, voilà, ça Donc en là, dit long. ça montre en fait que le problème, c'est pas avoir l'argent, parce que l'argent, la plupart des gens, ils savent même pas comment le gérer. C'est pour ça que des fois, quand on a que 20 euros, 30, 50 euros à investir, bah non, c'est pas, faut pas se dire non, ça vaut pas le coup. Non, non, au contraire, c'est maintenant en fait qu'on commence à bâtir son mindset d'investisseur, les manières comment on peut investir, et c'est là, c'est super important. Ok. Toi, Dimitri, tu m'as dit que tu étais quand même varié dans le sens où tu investis en bourse, en IMO, en crypto. Tu as commencé par la bourse, avec le PE, je suppose. Ouais. Et comment t'as fait là depuis, en l'espace de 3 ans? Quelle a été un peu ta procédure pour ce que t'as dit que t'avais commencé dans l'IMO également? Comment tu t'y es pris et comment t'as réussi à allier toutes ces connaissances et ces compétences sans t'y perdre? Ben, j'ai fait vraiment étape par étape, c'est-à-dire qu'en 2022, c'était que la bourse. Je m'intéressais qu'à ça, parce que voilà, j'ai ouvert donc mon PEA en janvier. Après, j'ai fait que regarder que des vidéos, etc. sur ça. Ensuite, j'ai commencé la crypto en 2023. Euh, Pareil, là, je me suis formé. Moi, à chaque fois, c'est principalement via YouTube, via Internet et tout. Donc, en fait, le problème, c'est que en Hmm. fait, je pense qu'aujourd'hui sur YouTube, Internet, tu as tout, mais en fait, le problème, c'est que c'est tout dans le désordre. Et des fois, il va peut-être aussi te manquer des retours d'expérience. Du coup, j'ai fait des erreurs, alors que j'avais pris une formation, peut-être que j'aurais pas fait d'erreur. Et pour l'immobilier, ben pareil, je me suis lancé en 2024. Et donc, à chaque fois, c'est le même process, c'est que je regarde un peu des vidéos très générales et après, je regarde des trucs un peu plus ciblés. Donc moi, ça me prend beaucoup de temps parce que j'avais pas pris l'appareil de formation. Et du coup, voilà. Donc à chaque fois, c'est un an, on va dire, par type d'investissement.
même s'il faut pas croire qu'en un an, je deviens expert, mais c'est qu'en un an, ça me permet juste de me lancer dans la chose et de mettre en place. Après, bien sûr, au quotidien, moi, je suis toujours en train de regarder encore des vidéos, des trucs, pour pas perdre le fil, parce que des fois, on peut vite dire, ah bah c'est bon, je connais la bourse, maintenant j'arrête tout. Mais non, c'est toujours intéressant de faire une veille Hmm. pour rester compétent, quoi. Ouais, et puis rien qu'en bourse, tu te dis, ok, j'apprends sur les ETF, je sais choisir quel type d'ETF, mais derrière, il n'y a pas que ça. Il y a le courtier, il faut que tu aies confiance dans le courtier, il faut que Mm, tu choisisses bien ta niche fiscale, parce que tu as tellement de possibilités. Si toi aujourd'hui, tu as potentiellement une TMI, donc taux de marge d'imposition, marginal d'imposition super à 30-41%, peut-être privilégier le PER, tu vois, ça va dépendre de tes objectifs. mm, Et sauf que tout le monde, il y en a beaucoup qui se disent, ok, moi j'ouvre un CTO, j'ouvre un PEA. Mais derrière, avec le PER ou l'assurance vie, si tu l'optimises, également, tu peux chercher de bonnes possibilités. Donc mm. vraiment, ça va dépendre des objectifs aussi des personnes. Mais oui, en tout cas, c'est intéressant ce que tu me dis et que oui, en un an, on ne devient pas un expert, ça c'est sûr. Mais on a Non, les bases pour commencer à investir et oui, voilà. ça c'est Bah, cool. en fait, pour dire un exemple, moi j'ai commencé en janvier 2022 et en juillet 2023, quand j'ai lancé ma chaîne, tu sais que c'est grâce à ça que j'ai commencé à investir en ETF. J'ai eu Ok. beaucoup de commentaires et de personnes qui m'ont dit, mais Dimitri, vu ton âge, etc., pourquoi tu t'embêtes à acheter des actions individuelles? Au point de départ, c'est ce que je faisais. Et en fait, moi, les ETF, limite, je connaissais même pas, alors que ça faisait un an que j'investissais en bourse. Et du coup, je me suis dit, attends, c'est quoi ce truc encore? Donc, bah, je me suis renseigné sur les ETF. Et bah, finalement, je me suis dit, oui, en fait, aucun intérêt. Enfin, au vu de ma stratégie, je parle, hein, c'est pas général ce que je vais dire. Mais du coup, bah, je me suis plus tourné vers les ETF. Donc, ça montre, tu vois, que pourtant, un an après, des fois, on croit en fait tout savoir. Du coup, tu restes focus sur un truc, puis en fait, tu avais manqué un autre pilier important et que tu avais oublié. Ouais, et puis ça peut te coûter cher aussi. Donc, mais c'est Ah d'où oui, l'importance d'être en perpétuel apprentissage, quoi. Ça c'est mmh. important pour quelqu'un qui démarre. Après, je pense, que ça va dépendre de chaque personne. Mais pour une personne qui démarre, un jeune qui démarre, qui souhaite investir, toi, tu lui préconiserais d'investir sur quoi en premier? La bourse, l'IMO, la crypto? Non, en Ça va fait, dépendre des objectifs. pour moi, en fait, la bourse, c'est le meilleur intermédiaire parce que d'un côté, tu as l'IMO. Mais l'IMO, en fait, le problème, c'est que c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut tout gérer. Enfin, déjà, il faut chercher un bien, après, il faut le négocier, après, il faut chercher un financement pour faire les travaux, il faut trouver un locataire. Ça fait énormément d'étapes. Ça fait quand même une bonne prise de risque parce que en moyenne, un projet IMO, c'est 100 000 euros d'endettement. Donc, tu vois, c'est pas rien. Donc, ça, à gauche, on va dire, tu as l'IMO. Et à droite, à l'inverse, tu as la crypto. C'est très facile à mettre en place parce que juste tu crées un compte, tu peux investir, acheter du Bitcoin. Mais par contre, à l'inverse, c'est très risqué, tu vois. Alors que l'IMO, par contre, c'est certes, ça te prend beaucoup de temps, mais c'est pas si risqué que ça. Parce que les locataires, normalement, si tu choisis la bonne ville, tu devrais toujours en trouver. Et moi, je trouve que le meilleur intermédiaire, bah, c'est au milieu, tu as la bourse. C'est facile à mettre en place. Et le risque, bah, il est quand même assez faible, entre guillemets, si tu choisis les bons actifs. C'est Donc ça. moi, pour moi, le mieux, c'est la bourse. Parce que le problème de l'IMO, c'est que tu vas peut-être te dégoûter par l'investissement en général. Tu vas dire, ouais, c'est trop compliqué l'investissement. Et la crypto, tu vas te dire, oh non, en fait, l'investissement, c'est trop risqué, c'est n'importe quoi. Alors que la bourse, je pense, ça te permet vraiment de commencer dans le bon truc. Mhm. Puis après aussi, peut-être, dans l'IMO, si tu es jeune et que tu fais une erreur, ça peut vite te coûter de l'argent. Et derrière, Ouais. ta capacité d'emprunt et tout, ça peut littéralement Ah oui, être oui, compliqué. complètement, hein. Donc, Non, faut pas faire ça à la légère. L'IMO, bah, tu vois, moi, par exemple, là, j'ai un projet IMO, bah, et encore, c'est un petit projet. Enfin, je suis endetté, je crois, à 60 000. Mais voilà, ça reste quand même 60 000, mais faut faire attention. L'IMO, c'est pas juste investir 50 euros dans un ETF, quoi. C'est un peu plus ouais. compliqué, quand même. Et tiens, ça c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, comment une banque t'a donné un prêt alors que tu es en apprentissage, en alternance? Ah, mais là, ça a été ce pourquoi j'ai mis longtemps pour faire ce projet IMO, alors qu'en réalité, ça aurait dû durer que 3 mois sur le papier, parce que je me suis intéressé à l'IMO en décembre 2023.
En février 2024, je visitais déjà mon premier bien. Donc normalement, tout aurait pu s'enchaîner, sauf que l'étape de financement, justement, eh bien, c'est pas passé parce que en tant qu'apprenti, ils n'ont pas voulu me prêter de l'argent. Donc j'ai dû faire l'option de monter une SCI. Donc j'ai monté une société civile immobilière avec mes deux parents afin d'utiliser en fait leur capacité d'endettement. Car eux, ils sont en CDI, ils ont Ok. un salaire fixe depuis 20-30 ans. Donc la banque, quand tu leur présentes leur profil, ben, ils ont aucun problème à nous prêter de l'argent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réussi à investir, enfin à débloquer un financement. C'est grâce à créer une SCI. Ok, ouais, très beau montage. Je suppose que tes parents, ils avaient peut-être déjà investi dans l'IMO ou pas du tout? Mon papa, il a une petite maison de vacances, mais c'est pas lui de base, c'était même pas l'investissement, quoi. C'était juste acheter Oui. une maison Ok, ouais. à l'endroit où il est né, donc c'était voilà. Maintenant, il a mis en Airbnb, donc ça permet un peu de payer le crédit et tout, mais c'est pas trop l'objet d'un Ouais. investissement. Donc non, ils s'y connaissaient pas forcément, mais par contre là, j'ai dû bien leur expliquer comment ça allait marcher et tout. Et c'est surtout que moi là, par contre, pour la SCI, c'est moi qui prends, enfin toute la partie financement et tout, c'est moi qui prends le risque. C'est-à-dire que c'est moi qui ai apporté l'apport. En fait, mes parents, ils ont rien mis d'argent dedans. Ils ont juste dû signer à chaque fois quand on va à la banque ou quand on est chez le notaire. Mais voilà, ils prennent. En fait, moi, j'utilise juste leur capacité d'emprunt, mais après, c'est moi qui gère derrière. Ouais, voilà, c'est comme si c'était les garants, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Simplement. Ça sert juste à ça. Ok. Ok, génial, super intéressant. Euh, on parlait de l'investissement. Selon toi, quels sont les premiers pièges à éviter quand on veut se lancer et quand on est jeune? Ah, bah, le premier piège pour moi, ça va Investir. être de vouloir faire le trader, hein, c'est-à-dire des fois on va entendre sur internet, ah, quand c'est pas cher, il faut acheter et quand c'est cher, il faut revendre. Ça, en effet, c'est le cas théorique et qui marcherait. Mais le problème, c'est que quand une action, elle est pas chère, par exemple, qu'elle est à 50 euros et d'habitude elle est à 100 euros, mais qui te dit que elle va pas redescendre à 25 euros, tu vois? Ça, moi, c'est un piège que j'ai eu parce que je me suis dit, bah si, en fait, l'objectif de la bourse, ça va être d'acheter pas cher parce que derrière, ça va forcément remonter. Mais non, alors, Hmm. si l'entreprise, elle fait plus de chiffre d'affaires et qu'elle fait plus de bénéfices ou quoi que ce soit, bah, il y a aucun monde où elle va remonter, quoi, l'action. Donc ça, déjà, je pense, que c'est une première erreur. Et je me permets Ah, juste de rebondir. Et puis même pour des entreprises qui sont, comment dire, qui sont rentables. Tu vois, je te prends deux exemples. Il y a Rémi Cointreau et Pernod Ricard, deux magnifiques boîtes françaises. Franchement, rien à dire. Il y a 6 mois, elles avaient comme descendu de près de quoi 40-50% de leur ATH, donc leur all-time high, leur plus haut historique. Énormément de personnes sur YouTube qui mettent en avant est-ce le moment d'acheter et tout ça, c'est parfait. Sauf qu'actuellement, avec la conjoncture actuelle, et bah, l'action, elle a continué de chuter, tu vois. Aujourd'hui, on a encore plus chuté. Je crois qu'on est autour de moins 60, moins 65% sur Rémi ouais. Cointreau. Alors que pourtant, ce sont vraiment de très belles boîtes. Mais tu as toujours ce risque spécifique qui est lié à Mm. une entreprise qui peut être impactant. Même si je sais que sur le long terme, ce genre d'entreprise, ça va être bullish, ça va être haussier. Là-dessus, il n'y a pas. Mais voilà, tu as toujours ce risque en mode, si tu investis sur une action et qu'elle représente 20% de ton capital, par exemple, Mm. là, ça fait mal, quoi. Donc voilà pour ça. Ouais. Tu disais, par rapport aux autres pièges, Ouais, du coup, je disais, l'autre piège, ça peut être aussi de se croire plus fort que le marché. Ça revient un peu à ce qu'on vient de dire, tu vois, mais souvent, moi, je pars du principe que quand une action, elle est à un prix, c'est que le marché en a décidé comme ça, tu vois. Donc, moi, j'essaye pas de me croire plus fort que le marché. Après, il y a souvent des coups à faire parce qu'en analysant bien les résultats et tout, moi, c'est pas quelque chose que je fais personnellement, mais ça peut être une stratégie. Et moi, maintenant, je suis plus investisseur passif, c'est-à-dire que je mets dans des ETF et point à la ligne, quoi. Ça s'arrête là. ouais. Ouais, et puis ça nécessite Et la après, compréhension approfondie des bilans, bah, l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, quoi. toi, du coup, je sais pas, toi, t'es plus, Moi, je suis toi, à fond ETF. ETF. ok, d'accord, ah, d'accord, ok. C'est, Ouais, que c'est vrai que je je, m'en souvenais plus trop, quel je, joueur d'investisseur t'étais. je suis passionné par l'analyse d'entreprise, tout ça, mais je sais que sur l'investissement long terme, ben, historiquement, quand tu regardes les données et les recherches,
il y a pas photo, quoi. Les ETF, c'est ce qui te permet Bah oui. d'assurer passivement et de développer sereinement ton patrimoine sur le long terme. Ouais, complètement. Mais moi, ouais, puis en plus, je trouve il y a pas tellement à y gagner, franchement. Enfin, en plus, surtout quand tu commences, souvent, t'as que 50 euros à investir. Franchement, le plus important quand tu as 50 euros à investir, c'est pas d'aller faire une plus-value de 14% ou de 12%. C'est surtout, comme on a dit, de prendre le coup d'investir en DCA, de se payer en premier, c'est-à-dire d'investir avant de faire n'importe quelle autre dépense. C'est surtout ça qui compte que juste le fait de dire, ah bah tiens, j'ai fait mieux que le S&P 500, il a fait 10%, moi j'ai fait 12. Franchement, sur 50 euros, tu vas gagner quoi 1 euro de plus en plus-value, enfin, ça représente que dalle, tu vois. Ouais. Le plus important, c'est surtout, je trouve, le mindset à développer au début. Et le mieux pour ça, c'est les ETF. Ok. Ouais, ouais, je Donc suis pour moi, ce d'accord. serait plus Je, ça. je valide. Maintenant, j'avais une autre question. Comment, toi, aujourd'hui, parce que tu es quand même en alternance, donc entreprise, école, tu as pas mal de cours, tu as pas mal de choses à faire. Comment tu arrives à tout concilier, études, alternance, investissement, parce qu'en plus, tu es dans l'immobilier, sans t'éparpiller, tu vois, parce que ça va pas être facile. Alors oui, en effet, c'est pas simple, mais en vrai, moi, j'ai toujours été habitué à faire plusieurs choses à la fois parce que au collège et au lycée, j'ai fait quand même du sport à assez bon niveau, donc ça me prenait un bon 15 heures par semaine. Donc du coup, j'ai toujours été habitué à faire plusieurs choses en même temps. Donc j'optimise pas trop mal mon travail. Après l'école, bah, j'écoute bien en cours, donc j'ai pas trop besoin de réviser. Ça déjà, c'est le premier point. Ensuite, c'est l'entreprise. Bah, l'entreprise, voilà, juste, je travaille de 8 heures à 16 heures. Après, de 16 heures jusqu'à 23 heures, tu vois, j'ai le temps de travailler. Donc, moi, ce que je fais souvent, dès que j'ai fini ma journée, quand je suis en entreprise, après, je vais travailler dans mon appartement. Donc, 2 heures, souvent, j'y reste. Et après, quand je rentre le soir, bah, je me pose un peu plus, des fois, soit sur ma chaîne YouTube ou sur l'investissement, etc. Mais moi, franchement, pour l'instant, ça va, je me sens pas si débordé. En fait, certes, par contre, j'ai pas de Oui. moment de libre, par contre, tu vois. Enfin, j'ai pas de moment où je peux dire, allez, je fais rien pendant 2 heures. Ça, par contre, j'ai pas trop ces moments-là. Mais moi, j'aime pas rien faire, donc ça se passe très bien, quoi, tu vois. Mais c'est parce que tu es passionné. Et donc, c'est pour ça aussi que Ah tu bah oui, mais peux. moi, par contre, je suis passionné, en fait. C'est ça, le truc. Ah oui, en fait, c'est très profond, tu vois. J'en connais, ils vont se lancer dans l'investissement. Comme ça parce qu'ils ont entendu vite fait une vidéo YouTube. Mais moi, en fait, je suis passionné parce qu'il faut savoir que même quand j'ai été dans le rouge sur mon compte ou même quand je faisais des grosses erreurs et tout, je me suis pas dégoûté. Tu vois, je suis quand même resté là. Donc oui, je pense que derrière, il y a quand même une part un peu de passion, quoi, quand même. Ok, Ça, ouais, c'est bah sûr. je pense que c'est essentiel. Si toi maintenant t'es très jeune, enfin ouais t'es jeune quand même, comment tu vois Mm. justement ton avenir financier à travers l'investissement dans les prochaines années, que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto, comment tu souhaites développer tout ça pour avoir un peu tes perspectives d'avenir? Alors moi, bah déjà pour mon PEA, c'est assez simple. Ce serait d'atteindre le plafond quand j'ai 30 ans. C'est-à-dire quand j'ai 30 ans, j'ai les 150 000 euros et moi après ça tournerait. Après l'immobilier, j'aimerais bien acheter un ou deux biens par an, un tous les 6 mois. Ce serait un super objectif. Là, normalement en fin d'année, je devrais déjà me me refocus sur un nouveau projet immobilier. Trop bien. Donc voilà. Et après, bon après la crypto, c'est un peu plus, franchement, la crypto, j'ai eu de la chance parce que j'ai investi un peu dans le Bitcoin au bon moment, mais pour l'instant, j'ai pas trop m'y attarder, franchement, sur la crypto. Je vais surtout me focaliser plus sur l'IMO et la bourse pour l'instant. Ok, Mais ouais. génial. Après, moi, comment, par contre, je vois les choses, c'est vrai que au point de départ, j'ai quand même investi en bourse, faut pas se mentir, pour se dire, je vais pouvoir être rentier. Ça, pour l'instant, je t'avoue que c'est assez flou, tu vois. Je sais pas vraiment si j'utiliserai vraiment l'argent que j'ai avec la bourse ou pas, tu vois. Est-ce que quand j'aurai 40 ans et que j'ai 1 million de patrimoine, imaginons, est-ce que je vais commencer à vendre des ETF pour vivre un peu sur mon patrimoine? Pour l'instant, c'est très flou. Je pense pas que je le ferai personnellement. Ouais, tu verras, de toute façon c'est une stratégie long terme Oui, que de toute façon, il y tu a auras le encore temps un de peu de mettre en temps. place, Hein, ça c'est Là, sûr. de toute façon, je suis dans une période où j'ai même pas à penser à ça. Je suis juste dans la période où je dois capitaliser un Hmm. maximum. Donc voilà, je suis juste en train de construire et après on verra comment ça se passe. Ouais, étape par étape, de toute façon, vaut mieux pas griller les étapes, on va dire. Oui, voilà, c'est ça, Et c'est ça.
D'accord. C'est pour ça que moi, l'erreur en fait qui au début j'ai faite, c'est que après je sais pas si tu voulais me poser la question plus tard, mais c'est que j'investissais dans des actions à dividendes dans le but de devenir rentier. Mais en fait pour moi, j'ai changé un peu qu'en fait ça sert à rien de faire ça parce que des dividendes bah, en plus après il faut les réinvestir donc ça va te coûter des frais etc. Donc c'est pas du tout optimisé comme stratégie. Il faut mieux capitaliser pendant une bonne période, 10, 15, 20 ans et après par contre tu vois peut-être transférer ton portefeuille dans des actions à dividendes ou où tu vends des ETF, enfin à voir après comment je C'est ferai. ça. Mais C'est j'ai changé de stratégie, ouais. J'ai la même vision que toi dans le sens où tu capitalises et après, une fois que tu as vraiment utilisé le levier des intérêts composés, là, tu commences à générer des dividendes. Il y avait un exemple, c'est si tu es à 600 000 euros de capital investi, et en moyenne, tu fais 8% par an et tu retires 4% par an, Hmm. donc tu fais du rachat d'ETF, de fonds. Résultat, tu arrives à générer quand même à peu près 24 000 euros par an. Hmm. Donc Ouais, ça, ouais, c'est c'est super brut par contre. intéressant. C'est brut, faut enlever la Hmm. fiscalité. Ça va dépendre Ouais, 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 je comprends. de ta niche. Donc voilà, bah écoute, génial Dimitri. Pour finir, si tu pouvais donner une seule préconisation, donc conseil, mais j'aime pas donner des conseils, aux jeunes qui hésitent à investir aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Ah bah, franchement, bah, c'est, ouvrez un PEA et mettez vos premiers euros dans la bourse, quoi, dans le marché. Vous allez voir, ça va fluctuer. Vos 50 euros, un jour, ils vont être à 48, un autre jour, ils vont être à 56. Ça va fluctuer. Vous allez vous habituer à ça. Et après, bah, mettez en place un DCA, commencez à investir tous les mois. Au début, il faut choisir des ETF très gros, hein, qu'on connaît tous. Et puis voilà, quoi, commencez comme ça. Et après, vous allez avoir le même parcours que moi, normalement. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez d'argent à investir. Donc, vous allez vouloir travailler plus pour gagner plus d'argent. Et après, c'est bon. Vous serez dans le bon mindset et c'est bon. Ça partira. Vous prendrez la route de Dimitri Finance. Génial, bah écoute, très bon mindset Dimitri. Et voilà, je te remercie déjà pour cet épisode. On arrive déjà à la fin de cet épisode d'Investir pour demain. J'espère que cette conversation avec Dimitri t'a apporté de vraies clés pour investir dès ton plus jeune âge. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi, à laisser un avis et à nous dire en commentaire ce que tu as retenu. Ton soutien aide vraiment le podcast à grandir. Retrouve d'ailleurs Dimitri sur YouTube pour plus de partage sur l'investissement et suivre l'évolution de ton PEA. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de tes finances, sois acteur de tes finances et investis dans ton avenir. Let's invest.